Bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Besoin de divertissement ou esprit du lucre, des jeunes sont tellement attirés par les jeux du hasard dans la ville de Kinshasa qu'il y a à se demander si les mineurs ne sont pas en conflit avec la loi. Appelé à être modernisé, le parc agro-industriel de Boukangalonzo devrait bénéficier de l'énergie électrique et les députés nationaux de la province du Bandundu sont allés apporter des suggestions à ce sujet au gouverneur Jean Kamisindou. Les accréditations des mandataires des partis politiques se poursuivent à la Commission électorale nationale indépendante avec cette fois-ci des membres de l'Alliance des Congolais démocrates et républicains. À l'instar d'autres formations politiques qui l'ont précédé, l'Alliance des Congolais démocrates et républicains s'est acquittée hier du devoir d'accréditer deux de ses membres, Fidèle Mundembe Banza et Marianne Ngalula Loubi, à la Commission électorale nationale indépendante. Bibi Chungoa pour le reportage. Le geste peut paraître anodin, mais lourd de signification pour la bonne tenue des élections. Le parti politique Alliance des Congolais démocrates et républicains a choisi ce jour pour s'acquitter de son devoir civique, ce en apposant sa signature sur le code de bonne conduite. C'est cette charte qui montre la ligne de conduite pour qu'on arrive réellement à la vraie démocratie. Voilà le sens de l'acte que nous venons de poser. Un travail qui va nous amener à la vraie démocratie. Nous, en tant que parti démocratique, donc nous ne pouvons lutter que pour la vraie démocratie. Un acte qui ramène à 295 partis politiques signataires du Code de bonne conduite, 303 signataires du protocole d'accord et 364 reçus sur les 458 partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur. Un partenariat bien géré par la Commission électorale nationale indépendante. Opportunité à saisir. Donc du moment où nous avons beaucoup de partis qui ont déjà signé les codes de bonne conduite, les mandataires qui sont en train d'être accrédités au sein de la CENI, c'est sûr qu'il y aura cet engouement-là dans les chefs des militants. Donc vous devez les sensibiliser, vous devez vulgariser tous les textes mis à votre disposition afin que les torses n'érigent pas à sa place dans les chefs de vos militants. Par la même occasion, 2 mandataires ont été accrédités et un a remplacé son collègue, ce qui donne un total de 709 mandataires des partis politiques. Et pour sceller l'acte, poser la remise des badges est intervenue quelques minutes plus tard. Entre-temps, dans la grande salle de la maison des élections, se poursuit l'atelier d'harmonisation de l'opération de fiabilisation du fichier électoral à l'intention des secrétaires exécutifs provinciaux et cadres du secrétariat exécutif national. Procès Bemba, les co-accusés Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala et Narcisse Arido bénéficient depuis hier de la liberté provisoire leur accordée par la Cour pénale internationale et vont s'installer respectivement en Belgique, en RDC, au Royaume-Uni et en France. Pour le cas de Fidèle Babala, le secrétaire général du MLC, le gouvernement et le parquet général de la République se seraient prononcés contre son retour en République démocratique du Congo. Thomas Louaka l'a déclaré au cours de l'émission de briefing avec Mamina Massengo. Au mois de janvier de cette année, la ministre de la Justice, Mme Mumba, a écrit à la CPI officiellement pour informer la CPI qu'au cas où on accordait la liberté provisoire à l'honorable Fidèle Babala, il sera le bienvenu dans son pays parce qu'il est député en activité. La ministre de la Justice de la RDC, Mme Mumba, mois de janvier. Au mois de février, le procureur général de la République écrit à la CPI pour dire que nous sommes réservés au cas où vous accordez la liberté provisoire à M. Babala, qu'il revienne au Congo parce que sa présence pourrait porter atteinte à l'ordre public. Donc, janvier, février, 2 autorités congolaises se contredisent. Au mois d'avril, la CPI a demandé aux autorités congolaises, il dit, je vous donne jusqu'au 26 mai, fixez-moi, quelle est votre position définitive? La ministre dit ceci, le PGR dit ceci.
Et au mois, je crois que c'était le 24 mai, la ministre de la Justice, Mme Mumba, a écrit à la CPI et dans cette correspondance, elle s'alignait, malheureusement pour nous et pour Fidel Babala, elle s'alignait sur la position du PGR en disant « M. Babala ne sera pas le bienvenu dans notre pays ». Donc voilà ce qui s'est passé. Thomas Louaka explique par ailleurs pourquoi sa formation politique n'était pas partie prenante au sit-in avorté de l'opposition devant l'ambassade des États-Unis. Suivez. Les avions ont eu l'idée qu'ils pouvaient, je ne voyais d'ailleurs pas les rapports avec l'ambassade des États-Unis, aller faire un sit-in là-bas. Il paraît que les autorités les ont empêchés de faire cela. Les MLC, nous avons la même vision que toute l'opposition. Nous croyons et nous souhaitons l'alternance dans ces pays, mais il y a des petites divergences sur la tactique, sur la manière de conduire cette action. C'est comme ça que nous n'avons pas été associés à cette activité. Ah, vous n'y étiez pas. Mais il y a cette tendance maladive de l'opposition à rechercher un arbitrage étranger dans les affaires purement nationales. Oui, en fait, c'est un, comment dire ça, c'est un héritage de la Deuxième République. Je me souviens encore, il y a un documentaire à l'époque de la Deuxième République. Il y avait une maman, à l'époque, on avait opprimé les militants de l'UDPS lors d'une manifestation. C'est un documentaire, je crois, Mobutu, roi du Zaïre. Il y a une maman dans ce documentaire qui dit ceci. Il demande au roi des Belges, le roi Baudouin. Il dit, c'est vous qui avez mis Mobutu, venez les chercher, on est fatigué de lui. Donc, cette idée que c'est la communauté internationale qui gère les Congos sous tutelle, le Congo est sous tutelle, cette idée se pérennise, même si la réalité actuelle n'est plus conforme à cette idée-là. Ben, nous, les MLC, nous voulons nous assumer totalement. C'est vrai qu'il y a des choses que la communauté internationale, les amis du Congo peuvent nous aider à faire. Contrairement aux déclarations du secrétaire général du mouvement de libération du Congo, le porte-parole du gouvernement soutient que le gouvernement ne trouve aucun inconvénient pour que Fidel Babala vienne jouir de sa liberté provisoire en RDC. Changeant de registre pour parler énergie, Éric Mbala, directeur général de la Société nationale d'électricité, est invité ce mercredi à l'Assemblée nationale pour répondre à une question orale avec débat du député Clément Kankou-Boukassa au sujet, vous le savez certainement, du déficit dans la fourniture de l'énergie électrique à Kinshasa. Mais bien avant, le chef du département de distribution de la SNEL Kinshasa a annoncé sur B1 la reprise à la normale de la situation en novembre prochain. Guilhem Kabalundi nous en dit plus. Engagée dans la réforme de son système des marchés publics depuis le 27 avril 2010, la RDC s'emploie à l'adapter aux standards internationaux. Pour ce faire, la loi matérialise et allie les exigences de bonne gouvernance, de transparence, d'économie, d'efficacité, de concurrence et d'égalité entre toutes les parties intervenant dans un marché public ou une délégation de services publics. Autant les marchés publics sont un instrument pour la mise en œuvre par le gouvernement de sa politique de développement économique et social, autant les innovations qu'apporte la loi relative aux marchés publics, au nombre desquels figurent le libre accès à la commande publique, la transparence des procédures, l'égalité des chances des candidats, constituent le principal moteur de promotion des PME locales. Et l'autorité de régulation des marchés publics y veille justement à travers sa fonction de réguler les systèmes. Les participants estiment que l'importance de cet atelier est un nouveau départ. Au courant de cette formation, nous aurons les outils indispensables au traitement, à la gestion et à la transmission de toutes les données relatives au marché public, à l'autorité de régulation des marchés publics que nous appelons ARMP. Ça signifie que l'État gagne effectivement. Et ça baisse pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence. Celui-là qui a mis un prix élevé, il a perdu. Il s'est dit non, prochainement, il faut que je baisse le prix. Et cette concurrence le fait que réellement, en tout cas, l'État commence à acheter pratiquement sur le même prix que les autres. Ce qui ne se faisait pas avant, parce que quand on facturait l'État avant, on facturait un peu plus. Rappelons que cet atelier de 3 jours a été organisé grâce à l'appui de la Banque mondiale par le biais du projet de renforcement des capacités en gouvernance PRCG. C'était plutôt l'atelier de sensibilisation sur la transmission de données dans la passation et l'exécution des marchés publics en RDC qui s'est tenu hier. Dans l'objectif des assises a été d'appliquer cette procédure
tant à Kinshasa qu'en province. Reparlons énergie, Eric Mbala, directeur général de la Société nationale d'électricité, est invité ce mercredi à l'Assemblée nationale pour répondre à une question orale avec débat du député Clément Kankou Boukassa au sujet, et vous le savez certainement, du déficit dans la fourniture de l'énergie électrique à Kinshasa. Mais bien avant, le chef du département de distribution de la SNEL Kinshasa a annoncé sur B1 la reprise à la normale de la situation en novembre prochain. Guilain Kabalundi. D'ici le mois prochain, la fourniture de l'électricité sous la ville de Kinshasa devra se faire de manière permanente. Les assurances de la SNEL ont été données par Foumani Rombo, directeur du département des distributions de la SNEL Kinshasa, lors de son passage dans l'édition des 19h30 de B1. Nous voulons dire à nos abonnés qu'ils fassent confiance aux équipes de la SNEL et que, comme l'a dit notre directeur général, nous pensons qu'autour du 10 novembre, 12 novembre, la situation va redevenir à la normale à Inga et la ville sera desservie comme d'habitude. Depuis plusieurs semaines, une bonne partie de la ville est soumise à un délestage sévère et les coupures intempestives du courant électrique s'érigent en règle. D'où la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Et la SNEL s'explique. Quand nous fonctionnons avec 5 groupes au niveau de Inga 2, nous essayons de satisfaire les plus ou moins 500 MW des pointes que la ville exige en ce moment-là. Mais maintenant, avec l'arrêt de ces 2 groupes, 4 et 8, la ville avait enregistré un délestage de plus ou moins 200-230 MW chaque jour. Vous pouvez vous imaginer de 500 MW habituels à 230 MW de délestage. Il ne nous restait plus que 200 et quelque chose MW disponibles dans la ville. Et ce qui a justifié ces délestages est tout à fait. De plus amples explications seront également données ce mercredi aux députés nationaux par le directeur général de la Société nationale de l'électricité, invité pour répondre à une question orale avec débat de l'honorable Clément Kankou. Fonction publique, l'association congolaise des banques s'est réunie hier en session extraordinaire afin de décider du démarrage aujourd'hui des opérations de la paye des fonctionnaires par voie bancaire sur toute l'étendue du pays. Témoin de l'événement, Déby Mwanda. Comment matérialiser la responsabilité qu'ont les industriels étrangers au bénéfice de notre pays qui les accueille? La réponse à cette question essentielle était au cœur du bilan trimestriel communiqué à la presse et aux officiels par la multinationale Randgold Resources, gérante du projet minier Kibali Gold Mine. Point important non éclipsé par le bon rythme de production maintenu et les premiers chiffres prometteurs de l'activité minière du groupe. Nous avons lancé la centrale hydroélectrique finalement. Elle est en train de tourner avec 3 turbines. Elle produit 16 MW. Nous avons aussi mis en service les autres modules qui restaient dans l'usine de traitement. Les travaux d'excavation en mine souterraine ont atteint maintenant une intersection où nous pouvons aussi commencer maintenant à retirer le minerai des opérations en souterrain. Les défis de trésorerie, où il y a près de 80 millions de dollars de TVA qui nous est dû. Mais il y a également les défis du point de vue de l'autorité. Nous sommes de plus en plus envahis par les exploitants illégaux dans nos concessions, au point de nous empêcher de faire de l'exploration. Pour que cette manne puisse être transformée en richesse tangible pour la population locale et l'économie nationale, les dirigeants de Kibali misent sur le capital humain avec 83% des employés d'origine congolaise et sur la jeunesse avec un engagement affiché envers le département des sciences géologiques de l'université de Kinshasa. Les équipements essentiels que je dois vous avoir. Le marteau, la boussole, il y a d'autres équipements aussi qui sont encore là. Et le vol pour faire en disant Kibali Gold Mine en appelle toutefois au partage des responsabilités, avec l'État congolais notamment, à qui elle a versé 73 millions de dollars en redevances et autres impôts, sans compter les 10% de dividendes perçus par l'entreprise publique, société minière de Kilomoto, correspondant aux parts de la Sokimo dans le projet minier. Nous parlions fonction publique. L'Association congolaise des banques s'est réunie hier en session extraordinaire afin de décider du démarrage aujourd'hui des opérations de paie des fonctionnaires par voie bancaire sur toute l'étendue du pays. Déby Mwanda. Comme annoncé dans notre dernière note du samedi 18 octobre 2014, l'Association congolaise des banques et le gouvernement, à l'occasion d'une séance de travail avec le Premier ministre en date du 20 octobre, se sont entre autres points sur les modalités de réduction des
arriérés de facturation et sur un mécanisme de paiement régulier de la rétribution des banques dans le processus de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. De ce fait, nous informons notre aimable clientèle, agents et fonctionnaires de l'État, que l'ACB s'est réunie en comité de direction extraordinaire ce jour et vient de décider de la reprise des opérations de la paye à partir du mercredi 20 octobre 2014. Nous remercions les parties prenantes pour leur compréhension et accompagnement dans la résolution de cette situation qui concourt au renforcement de ce partenariat public-privé exemplaire. Toutes nos excuses pour la qualité de ce son. Recouvrement forcé des vignettes des véhicules dans la capitale. Le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa a estimé nécessaire de travailler en collaboration avec la Direction générale des recettes administratives et domaniales lors de ses entretiens avec la haute hiérarchie de ce service. Reportage. Il s'est agi pour les directeurs généraux de ces deux régies fiscales d'établir sur un cadre de concertation relatif aux impôts de redevables quinois en particulier. Pour la DGRK, il était également important de lever l'équivoque sur les cahiers de charges des deux régies à l'intention de leur assujettis. Nous sommes venus prendre langue avec la DGRK de manière à ce que nous puissions établir un cadre de concertation parce que nous avons un bon nombre de problèmes que nous devons pouvoir résoudre ensemble. Et je crois que la visite vaut son temps. Bon, le constat que nous avons fait, c'est que les assujettis peuvent parfois créer des problèmes dans le monde. Nous avons eu à hériter de certains actes générateurs de la DGRK, au niveau de la DGRK, mais dans l'application, ça pose problème. Non seulement dans l'interprétation des textes, mais aussi du fait qu'il y a certaines habitudes qui s'étaient installées dans le chef de nos agents et qui veulent toujours nous niveler vers le bas. C'est ainsi que nous avons créé ce cadre de manière à pouvoir aplanir tous les différends et surtout pouvoir bénéficier de l'expérience de la DGRK en la matière. Cette rencontre a aussi été une occasion de change d'expérience entre Jean-Claude Mouissa et Joséphine Soaléé, patronne de la DGRAD. En attendant, le recouvrement forcé de la vignette 2013 se poursuit et tous les Quinois sont invités à se mettre en règle. S'agissant de la province orientale, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a présidé hier une réunion d'évaluation des réalisations des infrastructures routières de cette entité. Le bilan est jugé positif et un appel pour la persévérance a été lancé. Pour passer en revue les questions qui sont liées aux travaux publics, notamment nos routes d'intérêt provincial, national en province orientale. Les ponts, il y a beaucoup de chantiers actuellement en province orientale sur la RN4 où des travaux sont en cours et d'autres travaux qui doivent être faits, notamment dans la ville de Kisangani avec l'Office des voiries et drainage. C'est vrai que nous avons connu quelques retards, mais nous avons essayé de lever une option pour reprendre certains tronçons dans la ville. Nous avons aussi sollicité le soutien technique de l'Office des routes et financier du FONER pour la route, par exemple, Nia jusqu'à Iziro, qui est une route essentielle par rapport aux manifestations, à la préparation des manifestations de commémoration de la mort de Annuarité, qui est une grande manifestation qui va attirer beaucoup de pèlerins dans la zone. Et donc nous avons vu qu'est-ce qui pourrait être fait très rapidement pour mettre les hommes, les matériels et les moyens pour arriver à avoir une route praticable. Les députés nationaux de la province ont remis un mémorandum au gouverneur Jean-Kamisen Ndoukoutuka sur l'électrification du parc agro-industriel de Boukangalonzo qui devrait s'effectuer à partir de la ligne Kinshasa-Maluku et donc Kinshasa-Bandundouville. Il y aura bientôt du courant à Boukangalonzo, le parc agricole où tous les regards sont tournés depuis son lancement en juin dernier.
Parmi les étapes qui restent, il y a l'adduction du courant électrique. C'est déjà un acquis dans le budget 2015. Seulement voilà, si la ligne Kinshasa-Yinga est sollicitée, Bandundu-Ville va en payer le prix. C'est ainsi que les 64 élus de la province ont écrit au chef de l'État pour que Bukanga Lonzo se serve de la ligne Kinshasa-Malo. 64 députés nationaux ont signé ce mémorandum. Nous avons déjà eu à le déposer auprès de l'Assemblée, du président de l'Assemblée nationale pour le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer le gouverneur pour le sensibiliser à ce sujet parce que, comme vous le savez, l'électrification d'une province est un facteur majeur pour son développement. Ce mardi matin, le mémo est arrivé sur la table du gouverneur Jean Kamisendou. Qu'aucun développement n'est envisageable sans électricité. Et là, c'est un projet qui consiste à électrifier, à tirer l'électricité sur la ligne Ingashaba à partir de Maluku, à provisionner Bukanga Lonzo, le grand parc agro-industriel, Kenge, Massimanimba, Kikwit, Bulungu et faire jonction avec Kakobola. Et de l'autre côté, à partir de Bandundu pour Bikoro et toute la partie du Grand Maïndombe. Vivement que ce projet ne reste pas lettre morte et que le Bandundu tout entier ait le courant 24 heures sur 24. Regagnons la capitale où prolifèrent les jeux du hasard auxquels s'adonnent autant des adultes que des mineurs, avec ce que cet engouement comporte comme risque pour ces derniers. Des jeunes seraient en train d'enfreindre la loi. C'est un dossier de Matib Mouloubou et Guilain Kabalunzi. Le jeu de hasard, source de nombreux attroupements dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa. Et les plus prisés de ces jeux est Paris Foot. Même les mineurs s'adonnent à ces jeux qui, du reste, est lucratif. J'aime bien jouer le jeu Paris Foot parce que c'est un jeu qui est bien. On joue ça seulement à 300 francs. Même si tu as 5 sorties, tu peux aussi jouer ça parce que c'est un jeu qui est bien. On nous parle d'à jouer, mais c'est le sentiment. Quand on aime les foot, on est prêt à se sacrifier pour ça. Dans l'opinion publique, l'engouement des mineurs aux jeux de hasard est mal perçu. Les enfants se livrent aussi à ces jeux. Nous le voyons venir ici. Et ce sont des enfants dont l'âge varie entre 15 et 18 ans. Les enfants sont parfois ignorants, ils sont prêts à tout, même au vol, pour s'adonner aux jeux, alors qu'il n'est réservé qu'aux adultes. Ces avis ne sont cependant pas partagés de tous. Ces jeux ne doivent pas être interdits aux enfants. Les parents dont les enfants sortent gagnants peuvent aussi se frotter les mains, parce que cet argent pourra permettre de subvenir aux besoins de leur famille. Dans ces débats ininterrompus, seule la loi peut trancher. Un mineur, du fait que c'est un incapable, ne peut pas poser un acte juridique. La loi portant protection de l'enfant dans son article 58 protège les mineurs contre toute forme d'exploitation économique. Par exploitation économique, on entend toute utilisation de toute forme de mineurs à des fins économiques. Et les opérateurs économiques qui utilisent plus les mineurs dans ce cadre en profitent parce qu'ils savent que les mineurs n'ont pas encore une certaine capacité mature de pouvoir discerner les choses. Des sanctions sont même prévues par la loi portant protection de l'enfant si l'on s'en tient au dire de Robert Maloueki de l'unité de gestion du projet Enfants dits de la rue EDR. On peut aller jusqu'à encourir des sanctions allant au paiement des amendes, mais jusqu'à un enfermement, parce qu'on expose l'enfant à des situations de fuite de l'école, de fuite de l'emploi pour aller vers les facilités. Nul n'est donc censé ignorer la loi. Dossier à suivre. Livraison de la presse parue ce matin à travers les lignes. Les gestionnaires des établissements d'enseignement supérieur et universitaire ont été invités, tel que le mentionne la manchette, à revenir aux anciens critères de cotation et de délibération dans la dispense de 12 points sur 20 et l'ajournement partiel ou total pour moins de 50% en attendant l'arrimage du système licence master doctorat. Cette disposition figure parmi les recommandations formulées lors de la 5e édition de la conférence des chefs d'établissement tenue du 11 au 15 octobre dernier à Kinshasa. Outre ces recommandations, les participants ont également résolu d'arrêter le système de péréquation qui favorise la médiocrité en matière de cotation. Il y a 9 ans que ce système de la dispense à partir de 10 sur 20 sans tenir compte de pourcentage a été instauré à l'issue.
Kofi Olomide avait accepté de porter le prénom d'Ebola, explique le vif du Congo, pour marquer son soutien vis-à-vis de toute personne victime de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui continue à faire des ravages à travers le monde. Il se voulait même comme ambassadeur de la lutte contre cette maladie. On s'attendait donc à ce que même dans ses productions, il mêle ne fût-ce qu'une campagne sur les précautions à observer pour éviter cette maladie. Mais le grand Mopao en a saisi l'occasion pour bondir professionnellement à travers la nouvelle série de concerts qu'il annonce plusieurs semaines à l'avance, à travers notamment des banderoles dans la ville. On se demande si le fruit de ces productions sera destiné à la lutte contre Ebola. De la musique pour clore cette édition, le groupe musical Les Aigles de la Révolte allie bien le folklore que la musique moderne telle qu'il l'a présenté au public accouru à la halle de la Gombe. Guilain Kabalundi pour le reportage. Sur le podium de la Grande Halle, ces jeunes étaient tout feu, tout flamme. Jocelyn Balou et les Aigles de la Révolte ont proposé au public lors de leur première prestation à l'Institut français Halte de la Gombe leur style dit folk de la rue. Une musique rythmée et entraînante qui puise son inspiration dans la nature et dans le folklore de la RDC. Pétri des talents et plein d'ambition, Jocelyn Balou et les Aigles de la Révolte peuvent se targuer d'avoir gagné un pari, la conquête des cœurs. Fin de ce journal, merci de rester branché sur B1 Télévision.